Avant que ce 44e épisode de Brest On Air commence, nous devons donner des explications quant à la date d'enregistrement. Ce podcast a été enregistré le mercredi 19 juillet, quelques heures avant l'annonce des 4 cas positifs de coronavirus du côté de Nîmes, et donc a été enregistré avant l'officialisation du très probable report du match Nîmes-Brest. Pour autant, nous considérons que vous pourrez y trouver des éléments pertinents et intéressants qui permettront de préparer la rencontre face à Nîmes, puisqu'elle aura lieu, on ne sait pas encore quand, mais elle aura lieu. Sur ce, nous vous souhaitons un bon 44e épisode, et nous vous remercions pour tout le soutien que vous nous accordez depuis maintenant plus d'un an. Brestois, Brestoises, nous y sommes. En tout cas, normalement. Bienvenue pour ce 44e épisode de Brest On Air, le premier consacré à une journée de Ligue 1. Et ça fait quand même plaisir. J'imagine que ça fait plaisir également à Fanch et à Yann, qui ne sont pas avec moi, en tout cas physiquement, mais qui le sont numériquement. Bonjour, messieurs. Bonjour, nous on est ensemble pour ce podcast. Bonjour tout le monde, ça fait comme tu dis vraiment très plaisir de retrouver, comme qui dirait, le chemin des terrains et le chemin du podcast pour parler de Ligue 1. Ça faisait longtemps, parce que depuis le Brest-Lille qui devait se jouer le 14 mars, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Donc c'est cool. Je trépigne d'impatience et j'en oublierai presque même qu'on joue contre une équipe qui nous met 4-0 tous les ans. C'est vrai, mais généralement il y a des supporters, il y a effectivement le contexte nîmois, un peu comme le contexte corse. Là, cette fois, ça ne sera pas trop le cas. Alors du coup, on repart pour une certaine routine dans le podcast, terminer les invités, terminer les sujets un peu sortis de l'habitude, et on retrouve un squelette plutôt plus régulier, que vous avez eu l'habitude d'écouter pendant presque, même pas un an, mais quelques mois, en tout cas la saison dernière. Et d'abord, on va quand même revenir sur le match amical entre Lille et le Stade brestois qui s'est déroulé dimanche avec une belle victoire brestoise à Pierre-Mauroy. Un peu de news, elles nous ont jamais quitté, ces news, donc elles restent là. On continuera par débriefer un peu et développer nos attentes de la saison à venir. Et on finira évidemment par le gros morceau avec ce match entre Nîmes et Brest avec un invité, Benjamin du 11 de Nîmes. Donc alors Yann, c'est toi qui l'as eu, c'est un site ou c'est un blog, un compte Twitter? C'était une émission radio, ça devrait devenir un site à l'avenir. Très bien. Débutons, messieurs, avec ce petit débriefing très rapide, puisque ça reste évidemment un match amical entre Lille et Brest, avec une belle victoire. C'est toujours plus agréable de débriefer les victoires et de les analyser, en tout cas plus ou moins, avec un stade brestois plutôt, outre évidemment le résultat final qui est également positif, mais c'est surtout ce qu'a montré l'équipe qui rend à l'optimisme pour le début de saison. On en parlera tout à l'heure du match contre Nîmes. Très clairement, je pense qu'on ressort de ce match contre Lille avec beaucoup plus de certitude que n'importe quel autre amical, même celui de Lorient, dont la première mi-temps était excellente. C'est effectivement, c'était pas le grand Lille qui écrasait tout le monde l'an dernier et qui, à mon sens, va écraser beaucoup d'équipes cette année. Et je pense que c'était aussi, je te coupe, mais je pense que c'était un Lille qui était beaucoup moins prêt que nous aussi physiquement, et beaucoup plus en retard dans sa préparation. Il faudra quand même nuancer aussi par rapport à ça. Mais on peut le prendre dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que nous, on est prêts. Ça ne sera pas forcément le cas de toutes les équipes. On verra pourquoi, notamment Nîmes n'est peut-être pas prêt. Et puis surtout, moi, ce que j'ai énormément apprécié sur ce match, qui certes n'était qu'amical, c'est notre gestion des temps faibles. Que ce soit contre Rennes et Lorient, on avait de manière assez simple pris des buts quand on était dans nos temps faibles. Ça n'a pas été le cas sur ce match-là. Bien sûr, c'est des amicaux, faut tempérer, mais ça reste positif. C'était un match très sérieux.
Je ne vais pas dire une journée 0, mais c'est presque. En tout cas, je pense que ça va donner de la confiance à l'équipe. Parce que tu entames le championnat en sortant d'une victoire à Lille. Voilà, tu parles de certitude. Je ne sais pas si on peut avoir des certitudes à tous les niveaux et toutes les composantes de l'équipe, mais en tout cas, il y a des joueurs qui se sont montrés en pleine forme. Je pense notamment à Ibrahima Diallo, qui a fait un très bon match, et je trouve que c'est rassurant de le voir à ce niveau-là, sachant qu'il avait été un petit peu blessé au cours de la préparation. Après, voilà, Christophe Herrel est rentré en jeu. Les 3 défenseurs centraux, que ce soit Chardonnay, Herrel et Duverne, se sont montrés solides. On a gagné à Lille avec beaucoup d'absents aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a une marge de progression, je pense, qui est assez importante. Notamment, j'attends beaucoup moi de Franco Nora cette année sur le côté, parce que je trouve qu'on peine toujours à se créer des occasions malgré tout. Alors, on marque 2 très beaux buts, mais on ne marquera pas des buts de 25 mètres tous les week-ends. Voilà. Donc évidemment, on est au début de saison, il y a énormément de progrès qui sont encore envisageables. Il y aura des recrues. Mais globalement plutôt satisfait de ce match que j'ai vu moi a posteriori. Je l'ai pas vu en direct, donc je connaissais déjà le résultat. Donc, ça permet de voir un petit peu différemment. Mais effectivement, aucune raison d'être inquiet pour l'instant par rapport à ce qu'on a vu. Et également une bonne nouvelle supplémentaire avec le retour à la compétition de Gaëtan Charbonnier. Et donc c'est également toute la ville de Brest, évidemment, le sourire. Gaëtan Charbonnier, pour son premier ballon, trouve Christian Batocchio. Superbe ouverture en première intention. Batocchio qui manque ensuite son face-à-face. Mais voilà, Gaëtan Charbonnier qui retrouve les terrains, c'est une bonne nouvelle à une semaine du début du championnat. Un petit mot également sur Ronald Pierre-Gabriel, qui a montré de bonnes choses, notamment défensivement. Très belle lunette. On peut s'attendre à une plus-value qui de Ligue 1,5 entre guillemets. Là, on a l'air d'avoir un joueur de Ligue 1 au poste d'arrière droit, et c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Encore une. Ouais, et puis au final, c'est pas forcément une surprise, c'est exactement ce à quoi s'attendait Faustine, en tout cas. Joueur très défensif qui a la dalle. Ça, j'avais peut-être un peu de doute là-dessus, mais non, effectivement, il a l'air d'avoir vraiment la dalle. On part avec un bon guerrier. Pour l'instant, il s'est pas blessé. Enfin, il a loupé le début puisqu'il était blessé. On espère que c'était la dernière de la saison. Ouais, que petit à petit, il va monter en puissance. Et je pense qu'il y a un potentiel, en plus il est encore jeune. Voilà, il a été acheté, on sait, successivement par Monaco, puis par le club allemand auquel il appartient toujours, à des prix déjà à l'époque qui étaient assez élevés. On parle de 6 millions pour ces 2 transferts. Voilà, je pense pas que 2 clubs consécutifs, même si Monaco achète beaucoup et se trompe régulièrement, que 2 clubs se trompent en payant aussi cher. Il y a quand même quelque chose, je pense, chez ce joueur qu'il faudra savoir exploiter. Et donc à Olivier Dalloglio et son staff de tirer le meilleur de Ronald Pierre-Gabriel, qui lui a tout approuvé. Elle disait, Faustine, c'est un petit peu la saison de la dernière chance pour lui. S'il veut rentrer dans le bon mood directement, il faut qu'il attaque la saison tambour battant. Et je pense que ce qu'il a montré face à Lille, en tout cas c'est sur la bonne voie dans le comportement, même s'il y a encore des lacunes, je trouve. Mais bon, c'est comme pour tous les joueurs, évidemment, ils peuvent tous progresser et montrer un visage différent à chaque fois. L'expression monter en puissance très bien utilisée par toi, Fanche, puisque effectivement on a là affaire à un sacré gabarit au niveau physique. Là aussi ça peut être intéressant parce que c'est peut-être un peu ce qui manquait l'année dernière. Un peu de potentiel physique pour aller au duel et gagner justement ces duels, notamment à l'extérieur par exemple. C'est ce que Grégory Lorenzi indiquait dans l'interview qu'il a donnée au Télégramme en début de semaine, justement, que l'année dernière, il misait aussi sur des profils un petit peu plus physiques, un petit peu plus véloces, parce qu'il avait noté, et je pense qu'ils avaient noté avec le staff technique, un manque dans toutes ces caractéristiques, finalement, dans les joueurs de l'année dernière, que ce soit physique, vitesse, etc., et qu'on va en avoir besoin cette année pour se maintenir encore une fois. Un joueur qui par contre n'a pas ces caractéristiques-là, mais qui pour moi est peut-être le grand gagnant de cette préparation, c'est Romain Fèvre, encore plutôt bon contre Lille. Alors bien sûr, c'est pas un futur ballon d'or, mais pour quelqu'un qui n'a quasiment jamais joué en pro, je suis très satisfait et j'ai aucun mal à le voir rentrer dans une rotation régulière. C'était pas le cas en arrivant, c'était un peu l'inconnu. Là encore contre Lille, il m'a rassuré. Une adaptation au collectif assez intéressante aussi, parce qu'on sait que c'est souvent quelque chose de difficile de trouver ses marques dans une équipe. Alors encore plus pour lui qui n'a pas forcément l'expérience d'un joueur professionnel aguerri. Là, il semble y avoir des complémentarités au milieu de terrain. Je pense qu'il peut en faire un petit peu plus encore, peut-être dans l'intensité des courses et en gommant certaines pertes de balles et peut-être des choses un petit peu. Enfin, il garde parfois un petit peu trop le ballon, je trouve, mais il y a clairement un potentiel à exploiter. Est-ce que ce sera le remplaçant de Mathias Autrette numériquement ? Je ne sais pas, mais
je pense que voilà, on va découvrir un joueur assez intéressant cette année, à voir en Ligue 1 ce que ça donne, s'il n'y a pas trop de manque de son côté. Un petit problème de constance au niveau de ses performances dans cette préparation, mais voilà, c'est un peu logique, c'est un peu inhérent à son profil de jeune joueur, mais que ce soit entre les matchs et même dans les matchs, des fois de temps en temps on avait quelques problèmes pour le trouver et lui disparaissait un peu des rencontres, mais voilà, ça, je pense que ça va venir au fil des rencontres et j'imagine que dans la tête de Dalloglio, il y a déjà un problème qui se pose pour le match contre Nîmes. Je vois pas pourquoi il serait pas une idée, en tout cas de Dalloglio pour démarrer à Nîmes, en tout cas. En tout cas, c'était un match amical beaucoup plus plaisant que tous ceux qu'on avait vus jusque-là. On a vu des quelques occasions, alors pas beaucoup, des beaux buts et des sorties de balles plutôt élégantes côté brestois. Ça donne une idée de ce qu'on va voir cette saison. Avec évidemment, on va suer quand Jean-Kévin Duverne aura le ballon avec deux joueurs devant lui. Mais si ça passe, voilà, d'une c'est beau et deux c'est efficace et ça débouche parfois sur des grosses occasions comme on a vu contre Lille. En tout cas, on voit une ligne directrice qui est très nette dès le début de la préparation et qui reste dans la continuité de ce qu'on avait vu l'année dernière et que ce qu'Olivier Dalloglio voulait mettre en place. Et ça, je trouve que c'est le plus important. À mon avis, les joueurs savent où le coach veut aller. Ils savent exactement ce qu'il veut. Alors évidemment, tu disais Quentin, on va suer et je pense même qu'on va effectivement trembler parce qu'il y aura des moments où ça passera pas. On l'a vu d'ailleurs, le but lillois, sauf erreur de ma part, vient d'une petite boulette quand même, en jouant un petit peu trop peut-être. On aurait pu l'éviter, en tout cas c'est un but évitable. Voilà, on sait où on va, les joueurs savent où l'entraîneur veut les mener et je pense que pour une équipe qui va jouer le maintien, c'est très important de ne pas être dans l'inconnu à l'aube d'une saison. Alors, on va peut-être directement passer aux news avec évidemment le nouveau jingle. Ah, les supporters là, c'est quoi les news ce soir? Alors les news avec déjà une annonce. Est-ce que quelqu'un veut la faire ou je m'y mets? Alors cette année, nous avons décidé donc de lancer un concours de pronostics pour tous les fans du Stade Brestois. Il faudra donc pronostiquer chaque semaine sur les 10 matchs de Ligue 1. Alors n'ayez pas peur, ça va prendre vraiment 2 minutes. Il faudra être très assidu. Pourquoi? Parce que cette année, donc en partenariat avec La Trébelle, qui est une brasserie, vous allez pouvoir remporter plusieurs lots. Donc on va vous en dire un petit peu plus au fur et à mesure des différents podcasts, mais il y aura, oui, de la bière à gagner sur Brest On Air cette année, et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de nous suivre tout au long de la saison. Alors, il y aura donc des bières, éventuellement d'autres petits goodies à gagner régulièrement, à la fin du championnat, mais également sur des moments clés de la saison, peut-être le derby, des gros matchs, la fin de la période de la phase allée du championnat. On vous tiendra au courant dans les différents podcasts qui vont suivre. On aura d'ailleurs le plaisir d'accueillir le fondateur donc de La Trébelle lors d'un podcast très prochainement, qui va venir vous présenter son entreprise qu'il a montée il y a environ 1 an et qui sera donc notre sponsor, notre partenaire tout au long de l'année pour le concours de pronostics. Yann? Et quelque chose qui nous tenait à cœur quand même dans le choix de ce sponsor, c'est qu'on a ici un supporter brestois, un vrai, depuis des années, j'allais dire des décennies, mais enfin quelqu'un qui est pur supporter brestois. Beaucoup des tribunes le connaissent, donc voilà, ça nous fait plaisir en même temps de donner un petit coup de visibilité à un local, tout simplement. Absolument. Alors, si vous voulez déjà en savoir plus, on va mettre nous sur notre compte Twitter tous les accès nécessaires pour voir le site internet. Vous avez dessus donc le numéro de téléphone, leur compte également sur les réseaux sociaux, mais leur site internet, rien que vous pouvez déjà vous y rendre, donc c'est www.trbl.fr, et puis vous pouvez découvrir donc tout ce qu'ils ont à proposer et tout ce que vous pourrez éventuellement, si vous êtes de bons pronostiqueurs, remporter grâce à Brest On Air. Évidemment, difficile pour nous de vous aiguiller sur les goûts et les couleurs de ces bières La Trébelle, puisque évidemment on n'est pas voilà, si La Trébelle c'était des iced tea, là on aurait peut-être pu faire quelque chose, mais au niveau de la bière ça va être compliqué, hein. Alors quelques news supplémentaires après cette excellente nouvelle, que des bonnes nouvelles pour l'instant dans le podcast, hein, après une victoire brestoise, un nouveau sponsor pour le tout nouveau concours de pronostics, ça régale.
Quelques résultats de matchs amicaux au niveau des autres équipes du Stade brestois, avec donc la réserve qui a perdu contre Milizac. 3-2, c'était à Taplougonvelin samedi soir, il me semble. Les buts brestois ont été marqués par Tevalosek et Rafiki Saïd. Donc voilà, les deux équipes s'affronteront en N3 cette saison. Mais un Laurent David qui n'était pas très très satisfait de la performance de ses garçons. Les U19, quant à eux, ont battu les gars du Rhin de Guy Pava, donc une équipe senior de R1. 2-0 avec un but de Tom Flamand et un autre d'Axel Camblon. On remercie d'ailleurs JJ sur Twitter qui a partagé le résultat et les buteurs. Et pour finir, les féminines qui se sont inclinées contre Saint-Malo 2-0 pour leur premier match de préparation. Voilà, on fera un point sur les féminines un peu plus tard dans cet été, juste avant le début de leur championnat qui se passera début septembre. Alors, pour poursuivre dans les news, avec là, Quentin, je suis désolé de te l'annoncer comme ça, mais peut-être la première mauvaise nouvelle de ce podcast, c'est donc le refus du préfet du Finistère d'augmenter la jauge de 5000 personnes pour le match Brest-Marseille qui aura lieu donc dimanche 30 août à 21h, si je ne dis pas de bêtises. Donc, refus d'augmentation de la jauge de 5000 personnes. Le stade avait demandé à ce que les 8500, que ça augmente à 8500, c'est-à-dire en gros le nombre d'abonnés actuels. Ça ne sera pas le cas. Donc, quid des gens qui vont pouvoir accéder au match? On ne sait pas à l'heure actuelle. Le Stade brestois n'a pas encore communiqué là-dessus. Ça risque d'être le cas prochainement, peut-être même avant la sortie de ce podcast. On n'espère pas. En tout cas, voilà, 5000 personnes maximum dans les tribunes et encore moins. Enfin, il y aura moins de 5000 parce que concrètement, avec les joueurs, les staffs, les journalistes, les partenaires, etc., ce sera plutôt vers, je sais pas, 4200 personnes. Une saison qui, de toute façon, sera totalement particulière. Il va falloir s'y faire cette année, c'est comme ça. Mais ça, c'est l'autre nouvelle qui, en plus, est une autre mauvaise nouvelle, je suis désolé, Quentin, c'est que la Ligue de football a annoncé la suppression de l'obligation de réserver un certain nombre de places aux supporters extérieurs. Alors, bien sûr, c'est très bien parce que ça fait plus d'abonnés à domicile qui pourront être présents, mais ça veut aussi dire que dans la majorité des stades de Ligue 1, les supporters brestois ne pourront pas se rendre. Après, ça reste un petit peu en logique. De toute façon, comme la plupart des groupes de supporters ultra à droite à gauche, donc à Brest, il n'y a pas eu de communication à ce niveau-là, mais refusent de retourner en tribune. Bon, de toute façon, autant laisser les gens à domicile aller voir les matchs, quoi. Finalement, tu fais un déplacement presque pour l'expérience, à la fois du stade et aussi pour voir ton équipe jouer. Mais c'est vrai que s'il n'y a vraiment pas d'ambiance, l'intérêt du déplacement, à part pour voir la ville à la limite, est assez limité. Encore, ça dépend de la ville. Juste pour terminer, moi j'avais une autre petite, c'est pas réellement une news, mais en tout cas c'est une information mercato si on veut. On a eu beaucoup de rumeurs sur les arrivées, mais au final assez peu sur les départs cette saison. À part Diallo. Ouais. À part Diallo, effectivement. Mais du coup, voilà la deuxième de ce mercato. C'est Christian Batocchio qui serait, de sources assez sérieuses en tout cas, pisté par le Panathinaikos, club grec dont l'entraîneur actuel, le nouvel entraîneur, est celui qui avait déjà amené Christian Batocchio au Maccabi Tel Aviv. Donc on peut penser qu'il peut effectivement y avoir des contacts. Après, est-ce que le club du Panathinaikos a les moyens de s'offrir un Christian Batocchio, même à 600-700 000 euros? C'est pas certain, mais en tout cas des contacts ont été pris. Très bien. Et juste une petite dernière question plutôt qu'une news. Le nouveau maillot extérieur est sorti il y a quelques jours. Un avis à chaud comme ça, ou plutôt à froid même? Comme tu disais Yann en privé lorsqu'on en discutait, moi j'attends de le voir porter en fait. Parce que sur les photos, ça peut toujours être un petit peu modifié. Voilà. Je le trouve plutôt beau. Et de manière générale, je trouve les 3 maillots plutôt réussis cette année. Vu ce qu'on a eu les dernières années, déjà le fait que les sponsors, je les trouve trop gros, c'est vraiment le maillot immense là qui me gâche un petit peu le plaisir. Tu n'es pas très yaourt, hein? Pourtant je suis très fromage blanc, tu vois, mais sur le maillot comme ça, c'est un petit peu gros. D'ailleurs, à ce titre, Yann me montre très justement, on avait fait un sondage qui a recueilli quasiment 1000 votes, vous êtes 980 à avoir voté, pour justement le point mode. Quel est le maillot que vous préférez, vous, supporters brestois? Et c'est assez... Yann, je vais te laisser présenter les résultats, mais en tout cas, c'est assez équilibré. C'est assez équilibré, mais ça reste les mêmes dans du stock, mon avis personnel. À savoir, le maillot qui emporte le moins de succès, c'est le maillot domicile. C'est con.
C'est dommage, mais effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de râleries sur les sponsors qui ne seraient pas droits ou tout comme ça. Oui, oui, on en a entendu parler. L'avant-dernier, le deuxième préféré, c'est le maillot blanc, le Surd qui a plu un peu à tout le monde, mais qui effectivement ne brille pas par son originalité. Et du coup, le premier, avec quand même 42% des voix, c'est le maillot extérieur. Personnellement, j'aime beaucoup. Je rejoins Fanch sur le souci du logo Malo. En fait, je pense que le souci de ce logo-là, c'est juste qu'il n'est pas réellement fait pour être sur un textile. Mais franchement, déjà, l'association des couleurs bleu et or, j'aime beaucoup. Et même le léger dégradé bleu, ça me parle beaucoup. Après, effectivement, on verra ce que ça donne porter. Personnellement, maillot rouge, j'avais une assez mauvaise opinion quand je l'ai vu sur les photos. Et puis au final, porté contre Guingamp, j'avais bien aimé. Donc à voir ce que ça va donner dans les faits. Après on râle sur le nombre de sponsors, c'est surtout, il faut aussi garder à l'esprit que sans ces sponsors-là, il n'y aurait pas de club non plus. Donc voilà, c'est un petit peu la rançon d'avoir un bon maillot, c'est que quelque part tu es obligé d'avoir des... C'est ainsi. On fera avec, de toute façon on se qualifiera en Coupe d'Europe avec ou sans maillot. Hein. Et comme Brest-Tonnerre avec la très belle, le Stade Brestois favorise les sponsors locaux, donc voilà, c'est vraiment gagnant-gagnant à ce niveau-là. Alors, le maillot, c'est terminé. On va passer évidemment aux attentes de la saison. Une nouvelle saison qui débute, déjà grand plaisir, puisque ça fait 4 mois je dirais, que donc la saison 2019-2020 c'est abruptement terminé. Plus de 5 mois. Et qu'on n'avait pas vu de compétition de Stade Brestois en compétition. Donc ça fait évidemment plaisir. En tout cas, on espère que ce sera ce week-end. Hein. On va faire comme si le match entre Nîmes et le Stade Brestois se jouait ce week-end sans problème. On sait évidemment que il y a quelques soucis du côté nîmois, mais voilà, on va faire comme si. Et donc, messieurs, vos attentes de la saison. J'imagine, on va pas faire très original. Hein. J'imagine qu'il y a une unité de progression dans tout ce que le Stade Brestois peut entreprendre cette saison. Voilà, je vais vous laisser commencer. J'imagine que le premier objectif, c'est de se maintenir et de se stabiliser en Ligue 1. Ouais, exactement. Je vais revenir en fait sur les 2 points que tu as abordés. Je suis totalement d'accord avec toi. D'abord, se maintenir, c'est la chose la plus importante. Hein. Effectivement, on sait que voilà, pour avoir une stabilité financière et que le club puisse poursuivre sa mue et continuer à grandir, c'est très important de se maintenir en Ligue 1, d'autant plus qu'on sait que l'écart aujourd'hui économique entre la Ligue 1 et la Ligue 2 c'est devenu un gouffre. Il vaut vraiment mieux rester en Ligue 1 avec tout ce qui est évidemment droit télé, etc. Et qu'à terme, éventuellement, on pourrait venir vers une Ligue 1 à 18 clubs. Et, il vaut mieux se pérenniser maintenant. Et en ce sens, je trouve que le club travaille plutôt bien. Après, dans le jeu, j'attends évidemment une progression. Et l'axe principal de progression concernant ma réflexion, c'est sur les matchs à l'extérieur. Parce que l'année dernière, à domicile, je pense qu'on a fait quasiment pas le mieux qu'on pouvait, parce qu'évidemment, on n'a pas tout gagné. Mais en tout cas, avec uniquement 2 défaites, il y a seulement le match d'Angers, ce qui est le dernier match à Leblay depuis jusqu'à aujourd'hui, qui a été, en tout cas, dans lequel on est passé totalement à côté. Mis à part la défaite contre le PSG aussi, et outre cette défaite, d'ailleurs, dans un match qu'on avait plutôt bien géré, en tout cas, on avait plutôt bien joué. À domicile, ça s'est bien passé. Mais surtout les matchs à l'extérieur, on a pris des raclées, donc à Nîmes notamment, à Montpellier. Le match à Marseille, on avait beaucoup subi. C'est normal de perdre à Marseille, mais le perdre comme ça, c'était d'autant plus frustrant. Voilà, j'attends des progressions à ce niveau-là. Après, j'attends évidemment aussi des progressions au niveau individuel de certains joueurs. J'attends beaucoup cette année de Jean-Kévin Duverne, par exemple, d'Ibrahima Diallo, qui a déjà montré beaucoup de choses, mais qui peut, à mon avis, passer encore un cap supérieur. Et puis également d'une recrue, donc à la fois Romain Fèvre ou Franck Honora, que j'attends énormément sur cette saison. En tout cas, beaucoup plus Honora. Et Fèvre, j'espère être bien surpris. Avant que tu démarres, Yann, juste j'embraye un peu sur ce que tu viens de dire, Fanch, avec une question. Oui. Tu parlais de différence entre domicile et extérieur. Est-ce que là, ça va pas se niveler avec le contexte que l'on connaît? Je pense que forcément, ça va se niveler au regard des résultats et des championnats qui, avaient repris après le confinement. Notamment en Bundesliga, il y avait, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, beaucoup de victoires à l'extérieur, beaucoup plus que d'habitude. Je pense que effectivement, tu en parlais d'entrée de jeu et d'entrée de podcast du contexte nîmois. Voilà, ce genre de stade dans lequel il est difficile de s'y rendre. Et Brest en fait partie, malheureusement.
parce que je pense que les bons résultats à domicile la saison dernière s'expliquent aussi par le contexte brestois, les supporters, le petit stade, etc. Donc effectivement, je pense que ça peut se niveler. On va peut-être moins gagner à domicile, mais il faudra absolument compenser par davantage de victoires à l'extérieur. Tu as raison. Et je reviens sur ce nivellement du niveau de domicile extérieur. Est-ce que, selon vous, ce serait comment tourner ça ? Est-ce que ce serait une meilleure performance de se maintenir cette saison que la saison dernière avec sans l'avantage à domicile entre guillemets ? En plus, il y a le contexte toujours de cette deuxième saison qui revient souvent dans les bouches des différents acteurs du football. On sait toujours que la deuxième saison sans l'élan de la saison de la montée, c'est un peu plus difficile. Donc voilà, il y a finalement tout est presque réuni pour que Brest descende sportivement en tout cas. L'élan de la montée, il est aussi valable du coup quand tu as des spectateurs de la première année. En tout cas, il est valable quand tu as le public qui est chaud de la montée il y a 2-3 mois avant. Là, ça va pas être le cas, que ce soit à Lorient où de toute façon il n'y a pas de public en règle générale, et surtout à Lens qui compte énormément sur son public. Ils ne vont pas pouvoir compter là-dessus. Et ils ont eu un effectif très modifié aussi cette année. Donc est-ce que les promus cette année vont bénéficier de cet élan de la montée ? C'est pas non plus certain. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein, étonnamment. D'habitude, moi, qui suis plutôt pessimiste. Là, je pense qu'on a des joueurs, justement, qui ont une saison de Ligue 1 dans les jambes, et ça va leur faire le plus grand bien. Je pense à des Gauthier Larsonneur. On se souvient de ses premiers ballons l'année dernière contre Toulouse. Le premier match, c'était un petit peu le pied qui chauffait. Là, je pense qu'il est parfaitement entré dans son rôle de gardien de Ligue 1. Des joueurs comme Duverne, comme Diallo, qui ont réussi à prendre la température, et qui vont être accompagnés par des mecs comme Ludovic Ball, comme des joueurs qui ont un petit peu plus d'expérience, Gaëtan Charbonnier. Je pense que ça. Christophe Ferrel, tout à fait, ouais, bien sûr. Très important en défense, dans un rôle qui est capital. Je suis un petit peu moins pessimiste que toi sur cet aspect-là. Après, voilà. Et il y a également quelque chose qui est important de signaler, c'est qu'on va vivre, et en tout cas on risque de vivre, une saison qui est toute particulière. On ne sait pas quand le Covid va disparaître, et il peut y avoir à des moments donnés des joueurs brestois qui soient touchés par le Covid. On imagine par exemple devoir se passer en même temps d'un Cardona et d'un Charbonnier pendant 2 semaines. Ça peut aussi poser des problèmes si tu affrontes un adversaire direct. Il y aura en tout cas des facteurs extérieurs qu'il faudra prendre en compte. Et on peut avoir des matchs reportés, et peut-être pas des semaines, mais des mois beaucoup plus intenses au niveau des rencontres, avec la fatigue qui en résulte. Donc c'est vraiment une saison compliquée. C'est difficile de se projeter sur cette saison en fait. Et aussi, donc autre point, là on fait un exercice un peu compliqué. Autre point, c'est que cette année les groupes seront élargis à 20 joueurs, avec donc la possibilité de faire 5 remplacements. Est-ce que ça va pas avantager les effectifs très denses et les clubs plus riches au détriment des clubs comme Brest un petit peu moins armés, en tout cas quantitativement? Il faudra le voir. Il y a d'autres clubs comme Brest qui ont un effectif plus court que si on prend des effectifs comme le PSG, Lyon, Nice, voilà. Alors évidemment, se maintenir, c'est l'objectif principal de Grégory Lorenzi, d'Olivier Daoglio, c'est ce qui revient dans les interviews. Moi, j'ai également noté peut-être une progression numérique. Donc on avait 1,21 points de moyenne sur la saison dernière. Donc ça fait, si on ramène ça à 38 journées, ça fait 46 points. Et donc pour moi, l'un des objectifs, ce serait de battre cette ligne de 46 points. Et pourquoi pas, alors ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais faire mieux qu'une 14e place, même si pour moi, même si tu fais 47 points et que tu fais 15 ou 16e, voilà, ce sera quand même une performance assez notable, même si voilà, la saison dernière il nous manquait des gros matchs. Notre fin de saison était synonyme de beaucoup de gros matchs, donc on peut imaginer que cette moyenne de points aurait diminué sur la fin de saison. Donc peut-être que voilà, avec un 45-44 points, ce serait déjà pas mal. Et il faudra garder aussi quelque chose qu'on avait fait très bien la saison dernière, c'est être en tout cas de bien, c'est d'être efficace lors des confrontations directes, parce qu'on avait réussi à très bien les appréhender. Je pense à des matchs à domicile contre Metz, contre Dijon, le match à Angers. On a réussi à gagner des matchs cruciaux pour nous. On avait gagné à Toulouse également, et donc c'était des choses qui étaient très bien faites.
globalement, le Stade Brestois est sur une très bonne lancée. Donc, on va espérer que cette saison parvienne à poursuivre cette très bonne lancée. C'est ce qu'on peut souhaiter à notre club préféré. Après, oui, vas-y. Un point sur lequel moi je serais très attentif cette saison et que Franck a évoqué juste avant, c'est les performances individuelles. Vous m'excuserez de faire un peu mon comptable, mais dans le projet tel que Grégory Lorenzi le présente, il y a bien un moment où pour nourrir ce projet, il faut faire des grosses ventes. Et pour ça, il faut que des joueurs arrivent vraiment à exploser individuellement. On a eu Ibrahima Diallo l'an dernier. Ça serait bien qu'un gars comme Cardona, par exemple. Ouais. Duverne. Moi, je vois Cardona, Duverne. Ouais. Voilà. Des mecs qui, on aimerait bien les garder toute notre vie à Brest, mais on sait que ça va pas être possible et que de toute façon, le club aura besoin de l'argent de ces transferts-là pour continuer à grandir. Donc, effectivement, moi, je vais mettre peut-être même plus, à partir du moment où le maintien sera acquis, je mettrais peut-être même plus l'accent sur les performances individuelles que sur le caractère collectif. Autre chose qu'il va falloir garder en ligne de compte cette année, c'est que le mercato va se poursuivre au moins jusqu'au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Donc on peut commencer la saison là avec Diallo, faire 5-6 matchs et le perdre et le voir partir. Alors j'espère que le Stade Brestois a mis une deadline pour peut-être, je sais pas si la saison démarre, tu restes, ou passer le mois de septembre, tu restes. Mais les effectifs à l'heure actuelle ne seront pas les mêmes dans un mois et demi. Donc c'est encore plus difficile de se projeter sur un éventuel classement ou des choses comme ça. L'idée, c'est quand même de démarrer une sorte de cercle vertueux avec tu prends des jeunes joueurs talentueux pour pas trop cher, même si c'est comme Grégory Lorenzi l'expliquait dans l'interview qu'il a donné au Télégramme, c'est de plus en plus cher. Et donc ils se développent à Brest et tu arrives à les revendre un peu plus cher, et ça permet d'amortir financièrement les arrivées. Ça permet aussi de compenser les éventuels ratés d'un mercato. Hein. Par exemple, on le souhaite pas, mais si jamais Roberto Tavares devait être un échec, une éventuelle vente d'Ibrahima Diallo permettrait de rembourser ce petit échec. Hein. C'est pas un gros échec puisque c'est que 1 million d'euros. Mais voilà, une grosse vente, ça permet presque de se mettre à l'abri pour un mercato entier, et ça permet aussi à l'heure actuelle, avec toute cette crise financière qui est là juste devant nous, j'allais dire, mais pas du tout, qui nous touche, qui lorgne au-dessus de n'importe quel secteur, et le secteur sportif est évidemment concerné. Il va falloir compenser certains manques de financement, comme les recettes d'un jour de match, par exemple, que ce soit les boutiques, la nourriture, rien que les prix des places, enfin les places vendues. Tout ça va être un manque à gagner que une éventuelle vente d'un Duverne, d'un Cardona l'été prochain pourra être amené à rembourser. Donc c'est effectivement important en ces temps, peut-être encore plus, de montrer ces jeunes joueurs et de les développer pour pouvoir les revendre, même si ça nous fondra le cœur évidemment quand Jean-Kike Dudu partira, mais ainsi vit le foot actuellement. Et tu parlais tout à l'heure, Fanche, de confrontation directe. Les crocodiles. Et un Nîmes-Brest, donc avec un tout nouveau jingle, c'est quelque chose qu'on essaiera de réaliser semaine après semaine. Et donc on essaiera de mettre des chansons. Alors là, pour le coup, elle est plutôt drôle, mais ce ne sera pas nécessairement le cas à chaque fois. Quelque chose qui ramène à l'équipe contre laquelle on jouera le week-end suivant. Et donc là, ce sera Nîmes. Nîmes qu'on va analyser avec Benjamin. Donc comme je le disais en introduction, Benjamin du 11 de Nîmes, qui nous a fait la gentillesse de nous accorder une petite dizaine de minutes, où on va discuter, Yann, c'est toi qui l'as eu, du nouvel entraîneur, de la situation nîmoise, eux qui reviennent un peu du diable Vauvert la saison dernière avec une série de victoires un peu inespérées lors de l'hiver 2020. Ils ont réussi à se maintenir et on les retrouve donc cette saison en Ligue 1 et on les joue au premier match. Donc déjà, merci à toi Benjamin de nous accorder un peu de ton temps. Donc Benjamin du 11 Nîmois, peut-être rapidement avant qu'on rentre dans les débats, tu peux nous dire un peu ce que c'est le 11 Nîmois ? Ouais,
Salut à vous, amis brestois. Le 11 de Nîmes, en fait, on voudrait que ça devienne un média. On est là, nous, depuis 6 ans. On est 3 sur la page. Pour l'instant, on est que sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, on marche pas trop mal. Sur Twitter, on commence à être bien connu. On a eu un site il y a 2 ans, mais bon, malheureusement, faute de temps, on a dû le laisser à l'abandon. Mais si tout se passe bien à la rentrée, on devrait avoir un nouveau site. Et puis surtout pour nous, c'était depuis 2 ans sur une radio FM locale qui s'appelait Rage, une émission qui était toutes les semaines donc sur Rage, qui parlait de Nîmes pendant 1 heure. Et qui là va s'arrêter cette saison, mais on va continuer nous les podcasts avec plus des thèmes à chaque fois, si tu veux, qu'on diffuse sur YouTube. Et sur notre chaîne YouTube, on peut retrouver notamment nos 2 derniers podcasts où on a réussi à interviewer le coach Blacard qui est parti cet hiver, enfin à la fin de cette dernière saison, et puis surtout le président Rani Assad qui a pu nous parler avec nous pendant 1h45, et c'était la première fois qu'il s'exprimait sur une interview radio, une interview tout court, donc on a été très très content de ça. Donc voilà, pour l'instant c'est un podcast et on espère que ça devienne un site très rapidement. D'accord, très bien, si tu nous offres une transition toute rêvée, Oui. Peut-être le gros tournant de cette nouvelle saison du côté du Nîmes Olympique, c'est le changement de coach, c'est la fin de l'ère Blacard, remplacé par son adjoint, Jérôme Arpinon. C'est quoi ton ressenti sur ce changement? Il t'inquiète, il te rassure? Il est plutôt, moi je le dirais plutôt à l'heure actuelle plutôt inquiétant, parce qu'on sait tous à Nîmes l'impact et le poids qu'avait Bernard Blacard sur son groupe. Il tenait son groupe parfaitement, il avait ses joueurs à lui, ça fonctionnait parfaitement, et justement l'entente avec son adjoint Jérôme Arpinon, dont le caractère est beaucoup plus sanguin, beaucoup moins froid, du moins d'aspect extérieur, allait parfaitement avec cet esprit de Bernard Blacard qui était beaucoup plus en retrait, beaucoup plus calme. Et là, il y a plus de Claude Blacard, et le Jérôme Arpinon, donc son adjoint, se retrouve à sa place, et on a des doutes, mais qui sont légitimes, parce qu'il n'a jamais eu d'expérience en tant que numéro 1, mais dans un autre sens, on se dit que c'est la continuité du coach Blacard. Il veut pas changer énormément grand-chose par rapport à ce que faisait le coach Blacard, et lui est là depuis le début de l'aventure en Ligue 2 avec le coach Blacard. Il connaît bien le club, il est de Nîmes. Justement, tu nous disais qu'il était déjà là l'an dernier, qu'il était là depuis la Ligue 2, mais du coup il a connu cette saison très particulière qui était l'an dernier. Juste pour rappel, le Nîmes Olympique finit à la 18e place. C'est ça, ouais, tout à fait. C'est quoi ton ressenti sur cette saison dernière? Vous avez l'impression d'avoir eu un peu chaud, ou qu'au final Nîmes serait remonté quoi qu'il arrive et aurait fini sa saison tranquillement? Je pense que... alors mon avis perso, je pense qu'on aurait réussi à se maintenir et au moins chercher cette 18e place. Je pense qu'on avait bien distancé en janvier-février à Amiens. Et l'arrivée du nouveau directeur sportif Reda Hamache en décembre a changé beaucoup de choses. Elle a remobilisé le coach Blacard qui était pas bien depuis le début de la saison. Le mercato d'été de l'année dernière l'a beaucoup marqué. Il n'y a pas eu les joueurs qu'il voulait, et sa demande était légitime. En attaque, on était totalement dépassé. Et l'arrivée de Reda Hamache, si tu veux, a remobilisé un petit peu tout le monde. Il a fait venir Nolan Roux, Moussa Koné, surtout Yacine Benraou, et ça a permis de faire redécoller le club et l'équipe. Et je pense que même si quand on termine le championnat, je crois qu'on était sur 3 défaites, mais en janvier on s'était bien relancé, et surtout les 3 défaites c'était contre Rennes, Marseille, une autre équipe je crois, et c'était des gros clubs pour nous, mais je pense qu'on aurait réussi quand même à se finir 18e, et allez, j'espère après chercher les barrages. Mais oui, on a eu chaud clairement, et sans ce coup de boost en janvier, c'était évident qu'on prenait la charrette avec Toulouse. C'était sûr et certain, parce que sur le papier, on n'était absolument pas armés. Et on voit juste qu'en fait, avec l'arrivée de Nolan Roux, de Moussa Koné, et surtout, donc, comme je disais, de Yacine Benraou, qui était un profil qu'on n'avait plus, ou pas, ça a totalement remobilisé l'équipe. Donc on a eu très chaud, mais ce mercato de janvier amorcé une belle période qui s'était concrétisée en janvier, et qui, je pense, nous aurait permis de terminer à minima 18e la saison.
Très bien. Et justement, puisqu'on parle de mercato, à l'heure actuelle, le Nîmes Olympique a recruté 4 joueurs. On a laissé partir, il me semble, c'est 2, à savoir Paul Bernardoni et Théo Valls. C'est quoi ton ressenti sur ce début de mercato? Parce que pour rappel, ça finira juste en octobre, donc il y a encore du temps. Mais... Bah écoute, nous on a été, enfin je dis nous, mais la très grande majorité des supporters a été très surprise, mais dans le bon sens. Et quand même ça tranche avec ce qu'on a connu la saison passée, puisque la saison passée on a eu une quinzaine de départs et une dizaine d'arrivées, avec des joueurs qui sont arrivés en fin de mercato pour la grande majorité. Il suffit d'ailleurs de voir l'équipe qu'on aligne lors de la première journée l'année dernière face à Paris et l'équipe qu'on avait en janvier, ça a beaucoup changé. Moi je trouve que le mercato est plutôt bon parce qu'on s'est renforcé qualitativement et pas quantitativement. Le départ de Paul Bernardoni, qui était majeur, le gardien, depuis 2 ans, était un vrai problème. On a essayé de le refaire, mais malheureusement Angers sur le coup avait beaucoup plus de moyens que nous et le club a pas pris ce risque de mettre autant d'indemnités que Angers a mis pour pouvoir faire le recrutement que derrière Nîmes a fait en fait. Et donc a plutôt préféré miser sur un Baptiste René qui connaît la Ligue 1, qui certes n'est pas très bien à Toulouse sur les 2 dernières saisons, mais voilà, il y a une qualité il y a de l'expérience déjà. Il y a un profil de joueur dans l'état d'esprit qui colle à ce que Jérôme Marpinon et Nîmes veulent. Ensuite, on a eu Birger Meling, qui est un latéral gauche norvégien, qui est le latéral gauche même de la sélection norvégienne, qui jouait à Rosenborg, donc en Norvège, qui est très très intéressant, surtout offensivement. Il a une capacité d'endurance folle, très rapide, techniquement très bon, très propre, une belle patte gauche, très bon centreur. Après, on l'a vu un peu contre Marseille sur nos matchs de préparation, c'est défensivement où il est pas mal de fois pris dans le dos et où il faudra qu'il fasse attention cette saison Ligue 1. Mais sur le match face à Marseille, il a été super intéressant, un match amical. Et puis l'autre recrue, c'était Andrés Cubas, donc il y a un milieu de récupérateur argentin qui est international paraguayen et qui lui vient de Talleres en D1 Argentine et qui va renforcer clairement l'entrejeu nîmois qui manquait de concurrence l'année dernière puisqu'on avait juste Lamine Fomba qui était à peine titulaire en Ligue 2 à Auxerre et puis Lucado qui était souvent blessé, qui était un joueur moyen de Ligue 1 pour moi à Guingamp, donc ça c'est une très bonne chose. Donc pour l'instant on trouve ça assez cohérent nous à Nîmes et comme l'a rappelé le directeur sportif et l'entraîneur, voilà, il reste peut-être 1 ou 2 attaquants à trouver parce que même si Moussa Koné est arrivé, même si Nolan Roux a prolongé, on pense quand même, et on l'a vu contre Marseille, que devant ça manque un peu de concurrence et d'un neuf capable de prendre un peu plus de profondeur et peut-être plus haut niveau, tout simplement Ligue 1. Ça manque un peu devant de qualité, mais je dirais que derrière on est prêt. Et au milieu, bon, peut-être, moi je dirais qu'il manque peut-être un profil type à la Benraou pour le concurrencer, mais bon voilà, on a récupéré Benraou, c'est une bonne chose. Donc globalement, à Nîmes, et c'est mon avis aussi, je pense qu'on est pour l'instant très satisfait de ce début de mercato. Justement, tu évoques à plusieurs reprises le match contre Marseille qui était en match de préparation. Oui. C'est peut-être un des gros problèmes de Nîmes sur ce début de saison, c'est que la préparation était un peu chaotique. Je crois que vous avez eu 2 matchs amicaux qui ont été annulés. Alors il y en a eu un qui a pas été officiellement annulé puisqu'en fait il n'avait pas été officiellement annoncé, c'était face à 7, c'était le premier match de préparation, donc on va pas le considérer comme un match annulé, mais celui qui a été annulé c'était celui face à Dijon qui devait se dérouler samedi dernier à Dijon et qui en effet a été annulé. Donc oui, la préparation était un peu tronquée, mais le coach l'a bien répété, il y a eu 3 matchs amicaux, on va dire que le foncier, le gros du gros a été fait. Maintenant, voilà, ce dernier match face à Dijon était une sorte de première journée bis, je pense. Et bon, c'est vrai que ça n'a pas pu être fait. Il y a eu, je crois, une position avec la réserve, si je me trompe pas, ou en interne à la place. Mais bon, voilà, c'est un peu problématique. Mais le coach avait pas l'air si inquiet que ça. Voilà. Après, sur le match face à Marseille, si on regarde le match face à Marseille, face à une équipe de Marseille qui défendait très très bien, même si on n'a pas réussi à marquer et que c'était le gros problème sur cette prépa puisqu'on a marqué très très peu, je crois qu'on a marqué qu'une seule fois, il y a eu quand même vraiment des choses intéressantes face à Marseille, donc
on reste quand même confiant, même si les noms de joueurs sont pas sortis dans la presse pour nos 2 cas positifs. Je suis au courant des deux positifs et malheureusement c'est des joueurs qu'on peut qualifier assez importants pour Nîmes, donc j'espère que ça nous pénalisera pas trop, mais après malheureusement c'est le contexte actuel qui veut ça. On va faire un peu cette supposition totalement improbable et même irréaliste que finalement tout se passe dans le meilleur des mondes sur la fin de saison, que tous les clubs et leurs joueurs. Ça serait quoi les ambitions de Nîmes si c'était le cas, si c'était une saison normale pour cette saison? Honnêtement, après tout dépend pour moi des attaquants qui vont arriver. Et moi je dis qu'on peut viser un top 12 voire top 10 même. Je suis plutôt confiant honnêtement en fait, même s'il y a, comme je l'ai dit en début d'intervention, il y a ce doute sur Gérard Marpinon. Moi je suis assez confiant, je trouve qu'on s'est vraiment bien renforcé. Je trouve qu'un top 10 est jouable. Après le maintien premier reste l'objectif premier reste le maintien évidemment, et quand on voit les équipes, même des équipes comme Lens ou Lorient qui sont promues et qui se renforcent quand même assez bien, ça va être compliqué, mais je pense qu'on aura beaucoup plus d'atouts que l'année dernière, donc top 10 ça serait une saison réussie. Je pense ça va être compliqué, mais c'est possible pour moi quand on voit que Reims l'avait fait l'année dernière. Après le maintien reste notre priorité à Nîmes, voilà. Donc je dirais top 10, ça serait bien. Justement, tu parles de maintien, ça va être aux yeux de tout le monde, le premier match face à Brest, ça va être un gros match pour le maintien. On sait que Nîmes réussit très bien contre Brest ces dernières saisons. T'as peut-être un pronostic toi sur ce premier match, cette première journée? Écoute, j'étais plutôt confiant, mais après voilà, quand j'ai su les joueurs concernés par ce Covid, malheureusement je pense que ça va être un peu compliqué, en espérant qu'ils puissent se remettre. On souhaite toujours une victoire. C'est vrai, comme tu le dis, j'ai souvenir l'année dernière d'un 3-0, je crois. Même en Ligue 2, Brest, qui était à chaque fois présenté comme une équipe assez difficile, on a toujours bien réussi, comme tu dis. Ça serait bien d'enclencher la machine à but déjà. Je pense que ça rassurait nos attaquants. Et je peux souhaiter un 2-1 pour Nîmes, peut-être. Voilà. Très bien. Et on va finir sur un dernier point qui fera grimacer les supporters brestois. T'as peut-être un pronostic pour la saison de Nolan Roux? Nolan Roux. Nolan Roux qui nous a vraiment bien aidé l'année dernière et qui, à notre grande surprise, a été accueilli vraiment avec grand plaisir à Nîmes, même s'il était complètement dans la cave à Guingamp. Comme je t'ai dit, le club, quand même, depuis un mois, travaille activement pour récupérer un attaquant normalement en prêt. Je pense pas qu'il ait malheureusement le statut de titulaire toute la saison si cet attaquant vient, mais 10 buts c'est peut-être ambitieux, mais 5-6 buts, voilà, dans un rôle de super remplaçant, de titulaire bis, pourquoi pas. Ça serait déjà pas mal, je trouve. En tout cas, on espère qu'il va pas faire parler la loi des ex, un peu des anciens. Ouais. Du coup, ouais. On verra. Moi je le souhaite pour Nîmes évidemment, mais pas pour vous bien sûr. Alors on remercie encore une fois Benjamin du 11 de Nîmes et on débute immédiatement cette première présentation de la saison. Ça fait quand même plaisir. Et déjà, première question avant de démarrer sur Nîmes, est-ce que le football vous a manqué? Je dirais oui et non, dans le sens non, parce que j'en ai pas mal consommé, mine de rien, le Final 8, c'est différent, mais c'est du bon football. Le Stade Brestois nous a manqué. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tout à fait d'accord avec Gaël. Le foot en lui-même m'a pas tellement manqué, et de revoir les matchs là aussi de Final 8 de Ligue des Champions, ça me remet dedans un petit peu, parce que voilà, il y a un petit peu d'enjeu, il y a des clubs français, c'est sympa à suivre, mais le fait de voir des matchs à huis clos, donc sans spectateurs par définition, je trouve ça un petit peu lent. Et Quentin, d'ailleurs, tu te demandais si parfois, est-ce que ça rendait pas le rythme du match un petit peu plus lent? J'ai eu l'impression quand j'ai regardé, j'en ai pas regardé beaucoup du foot depuis comment dirais-je, depuis la reprise. J'ai l'impression que les matchs étaient assez ennuyeux. J'ai regardé la plupart du temps des matchs où il y avait des anciens Brestois qui jouaient, notamment Brighton avec Nîmes Mopé, parce que ça m'intéressait. Quelques matchs par-ci par-là de foot espagnol, de foot allemand, pour histoire de voir comment ça reprenait, plutôt par curiosité. Mais c'est surtout le Stade Brestois qui m'a manqué. Et voilà, je pouvais passer 2-3 semaines sans regarder le match. Tant que c'est pas Brest, à la limite, c'était pas très très important. Mais là, maintenant, ça redevient sérieux.
ça redevient sérieux avec donc ce Nîmes-Brest. C'est donc une équipe de Nîmes qui a changé d'entraîneur déjà cette saison, comme nous l'a signalé et que nous l'a présenté Benjamin. Donc Jérôme Arpinon qui remplace le légendaire, en tout cas côté Nîmois, Bernard Blacard, donc l'entraîneur qui a fait monter Nîmes. Donc un petit résumé de leur préparation tronquée avec un match amical en moins, comme le Stade Brestois d'ailleurs. Mais il me semble que c'était un Nîmes-Dijon qui a été annulé pour faute évidemment de coronavirus. Oui. Une préparation délicate pour nos amis nîmois avec donc 4 matchs, 3 défaites contre Strasbourg, Grenoble et l'OM et un match nul contre Rodez. Pour seulement un but marqué, c'était contre Rodez pour un match nul 1 partout. Et donc au niveau des départs, outre Théo Valls qui est parti donc librement en fin de contrat, c'est évidemment Paul Bernardoni qui est reparti de son prêt à Bordeaux avant de signer à Angers. Et là c'est le coup dur parce que évidemment quand tu remplaces Bernardoni par René, bon c'est vraiment pas l'idéal. Ouais, et puis en plus Nîmes a toujours le même souci que l'an dernier, c'est qu'ils n'ont pas de second gardien fiable. On se rappelle, ils avaient fait le choix de dégager un peu tous leurs deuxième et troisième gardiens pour pouvoir dégager la masse salariale suffisante pour Bernardoni. C'était Mathieu Michel, c'était pas ça qui était à Nîmes à un moment donné? Il me semble. Ouais. Ils avaient recruté Mathieu Michel parce que Paul Bernardoni était en prêt. Et du coup, le prêt se terminait donc en fin de saison. Ils avaient recruté Mathieu Michel et finalement, ils ont pu avoir Bernardoni de nouveau en prêt. Donc, ils ont pu laisser partir Mathieu Michel. C'est dans le gestion. Mais voilà, le truc, c'est que maintenant, ils n'ont plus personne en dehors de René. Et bon, déjà de base, ça me semble assez risqué de compter seulement sur Baptiste René sur cette saison. Mais si en plus on a une saison où effectivement tu peux avoir un joueur qui va contracter le coronavirus et être mis en isolement pendant 2 semaines, ça va être compliqué pour eux. Hein. C'est pas un risque que j'aurais pris. En tout cas, il va découvrir un nouveau stade, René. Oh là. Est-ce qu'il faudrait pas trouver un jingle blague aussi? Oh bah là, il y en a des centaines qu'on pourra utiliser. Mais non, oui, clairement, tu as raison de pointer ça, parce que pour moi, Nîmes perd peut-être son plus gros point fort avec Benraoult et récupère ce qui est pour moi un gros point faible. Parce que Benjamin évoquait ses saisons difficiles à Toulouse, mais même la saison d'avant à Dijon, c'était très compliqué. Ça reste un gardien qui reste sur 3 saisons compliquées, voire très très compliquées. La dernière fois, en tout cas, que les attaquants brestois ont affronté Baptiste René, ils étaient plutôt inspirés, avec des buts de très grande qualité. Donc, on espère que ça va continuer. Alors, pour ce match contre Nîmes, donc au Costières, il n'y aura pas d'ultra, puisque les Gladiators 91 ont décidé de ne pas se pointer au Costières dimanche à 15h. Donc, on sera loin des ambiances qu'on a connues les dernières années, notamment l'année dernière, puisque d'une manière générale, les déplacements à Nîmes ne réussissent pas au Stade Brestois, particulièrement les 2 ou 3 dernières fois, puisqu'on se souvient de Karim Abed et de son chaud carton rouge pour Ibrahima Sissoko et pour... Non, Zakaria Diallo. Et donc l'année dernière, où on prend un 4-0 très... C'était fin août également. Oui, c'était la première. C'était un 4-0 assez net avec un but encaissé dès la deuxième minute de jeu par un plutôt beau but de Zinedine Ferrat d'ailleurs. On avait pris, je crois, un but de Lucado. Bref, c'était vraiment une catastrophe. Un retour acrobatique aussi. Il n'y a eu que 3-0 par contre. Que 3-0 ? Oui. Ah bah voilà. Finalement, c'est pas une si mauvaise performance que ça. Mais donc voilà, un Nîmes-Brest. Bon, encore une fois, ça va être difficile de se projeter sur cette rencontre, puisque voilà, il y a tout un contexte autour du match. Déjà, on ne sait pas, on va faire comme si, mais on ne sait pas si le match se jouera, puisque... Donc on va parler directement au Stade Brestois. Quel 11 pour le Stade Brestois sera le premier. On ne sait pas si... alors, les blessures étaient normalement anodines, mais il manquait Romain Perrault et Franck Honora, notamment contre Lille. Gaëtan Charbonnier a retrouvé le chemin du terrain contre les nordistes. Donc on peut se demander quel 11 sera titulaire contre Nîmes. Je dirais, on va peut-être commencer par les certitudes, les mecs qui joueront quoi qu'il arrive. Gauthier Larsonneur, Jean-Kévin Duverne, Irvine Cardona, Diallo Belkebla. Enfin, à ce que disait Olivier Dalloglio
au sortir du match contre Lille, c'est que c'était plutôt de la précaution sur les joueurs qui n'étaient pas là, donc Honora, Ball, Perrault notamment. Moi, si je devais faire la compo avec les joueurs dont Brest ou que le coach dispose, ce serait Larsonneur, ensuite Fossurier, Duverne, Erel, Perrault, Belkebla, Diallo, Fèvre, Cardona, Charbonnier, et enfin quoique Charbonnier même pas parce que ce serait trop juste de le mettre peut-être maintenant. Honora, du coup Cardona en 9. Moi il m'a pas forcément convaincu Cardona en 9 sur les matchs amicaux. Mais là le problème c'est qu'on n'a pas trop le choix. Oui c'est ça, voilà. Ça manque un peu de profondeur à ce poste d'attaquant. Grégory Lorenzi doit, en tout cas il recherche pas mal de profils puisqu'il a parlé notamment de Florian Kruger qui est un joueur de l'Erzgebirge Aue qui a préféré rester en Allemagne, mais qui était dans l'une des cibles du Stade brestois. Donc c'est le prochain gros objectif de Grégory Lorenzi, c'est d'apporter un ou deux attaquants, que ce soit de pointe ou de côté. Alors après la question qui va se poser, c'est aussi les choix qui vont être faits au niveau de la défense. Est-ce que donc Pierre Gabriel a pris le dessus sur Fossurier ou pas? Et idem, comment est-ce que tu peux sortir Brendan Chardonnay de cette charnière centrale? Sachant qu'il a quand même fait une préparation exemplaire. Voilà, exemplaire. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à lui reprocher. En plus, il marque un petit but contre Lorient, ce qui n'est pas pour me déplaire. Comment est-ce que vous envisagez et vous voyez cette défense centrale? C'est ma petite marotte, je pense que je l'aurai toute la saison, mais si effectivement Franck Honora est un peu juste, tu peux envisager de faire la fameuse défense à 3. Après, il l'a pas du tout fait en préparation. Voilà, Est-ce que c'est pas risqué de faire comme il a fait Guardiola par exemple contre Lyon, de tenter un coup qui n'a jamais été fait finalement dans les semaines précédentes? Je pense que c'est trop risqué. Oui, je pense que Olivier Dalloglio n'oserait pas faire ça sans l'avoir testé au préalable. Mais effectivement, pour moi à droite, ça va pas être compliqué, dans le sens où Ronald Pierre Gabriel a joué autant que Fossurier sur la fin de préparation et s'est montré autrement plus convaincant. En tout cas dans l'envie, je trouve. Notamment dans l'envie, ouais. Après, dans l'axe, c'est vrai que ça peut être dur. En fait, il faudrait voir selon le profil de l'équipe adverse. C'est ça. Ce qu'il disait d'ailleurs Dalloglio l'année dernière, c'est que je sais plus dans quelle interview il en parlait. Il disait que souvent sa charnière tournait entre que ce soit Castelletto, Bain, Chardonnay et Duverne, parce que parfois il devait s'adapter à un joueur physique, de l'attaquant adverse, un joueur rapide, un joueur qui aimait beaucoup prendre la profondeur, un autre beaucoup plus statique, et du coup il faisait sa composition en fonction de ça. Du coup, je pense que Erel et Chardonnay ont plutôt un profil plus physique et Duverne plutôt relanceur à ce niveau-là. Donc je pense que Duverne sera quoi qu'il arrive présent. Oui, et qu'après ça va se jouer entre Erel et Chardonnay. Après j'ai du mal à imaginer, et c'est dommage et triste peut-être pour Brendan Chardonnay que moi j'apprécie, mais tu fais venir Erel de Nice à Brest et que tu lui promettes pas entre guillemets un statut de titulaire, j'ai un peu de mal à y croire. Je pense qu'en tout cas au début Erel aura la primeur d'Olivier Dalloglio. Peut-être pas sur le premier match parce qu'il est là depuis assez récemment, mais rapidement. Si on en revient à la question des profils, l'attaquant de Nîmes, si je me trompe pas, c'est Koné, on parlait Benjamin, qui est un joueur pas très grand, 1m75 seulement, pas forcément le mec le plus physique, je pense qu'il va assez vite. Et ne serait-ce que pour ça, je donne un peu la gageure à Christophe Erel qui, à mon sens, va plus vite que Brendan Chardonnay, qui a peut-être une meilleure gestion de l'espace et qui, de la tête, ne perdra pas un seul duel. Après, on sait que si Nolan Roux doit jouer côté Nîmois, Brendan Chardonnay devrait apprécier de le retrouver sur son chemin. Mais c'est vrai que c'est une réponse compliquée à donner puisque Christophe Erel vient d'arriver, il n'y a que 90 minutes de jeu, il me semble, avec Brest, 45 minutes contre Guingamp, 45 minutes contre Lille. Et en plus, donc est-ce que c'est suffisant pour le mettre titulaire dès la première journée de Ligue 1 alors que Brendan Chardonnay a montré beaucoup de belles choses sur cette préparation? Ce sera aussi à Brendan Chardonnay de montrer à Dalloglio qu'il n'aura peut-être pas le choix de le mettre titulaire, et malgré les 4 millions dépensés pour Christophe Erel, il y aura peut-être besoin de changer de système, pourquoi pas, ou alors il sera sur le banc, même si c'est très, très improbable. Et juste pour compléter sur les 80 minutes de Christophe Erel, c'était 45 avec Chardonnay et 45 avec Duverne. Donc il n'y a pas de paire qui s'est dégagée d'entrée de jeu. Moi, de prime abord, comme ça, je verrais la paire Chardonnay Duverne ou Erel Duverne plus complémentaire que la paire Erel Chardonnay. Oui, c'est évident. Oui, de toute façon, je pense que Duverne, là, maintenant, c'est l'un des premiers noms qu'on écrit sur la liste. Mais du coup, pour moi, je partirais avec Duverne.
Avec Duverne et Rel, mais je comprendrais que Chardonnay. C'est vrai, ça, on pourrait partir avec Duverne tout seul. Genre, mais Jean-Kévin. Et on serait confiant. Jean-Kévin vs le reste. Victoire de Jean-Kévin, évidemment. Mais il y a évidemment d'autres questions autour de cette composition initiale du Stade brestois, et notamment l'identité du troisième milieu de terrain. Ça peut être Romain Fèvre, ça peut être Christian Batocchio. Les deux ont montré de belles choses dans cette préparation. C'est une bonne nouvelle, finalement, que Olivier Dalloglio ait l'embarras du choix à ce poste-là, parce que c'est un poste où on avait peut-être du mal à trouver un titulaire indiscutable l'année dernière, et surtout un titulaire fiable, constant dans la performance. Ouais, moi je partirais avec Romain Fèvre, ne serait-ce que pour l'encourager, dans le sens où il nous a montré qu'il serait loin d'être ridicule, mais qu'il avait besoin de prendre un peu de galon, un peu de bouteille. Ça me semblerait une juste récompense, en tout cas, de le faire démarrer. Je pense pas qu'il soit apte à faire 90 minutes, par contre, ne serait-ce que physiquement. Mais je partirais avec Romain Fèvre de mon côté. Je note tout de même qu'on est arrivé à un stade où on n'imagine même pas que Paul Lannes puisse être une solution. C'est dommage pour lui, il a été blessé sur la préparation, mais je crains que ce soit la norme cette saison. Donc au final, Paul Lannes n'est pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et le choix entre Batocchio et Romain Fèvre va peut-être nous en donner des enseignements aussi sur tu parlais de ça Yann tout à l'heure, sur le fait que Batocchio soit en instance de départ ou pas. Si jamais effectivement il y a des négociations qu'il n'est pas totalement au Stade brestois dans sa tête, je pense que c'est clairement Romain Fèvre qui jouera. En revanche, s'il est aligné titulaire à Nîmes, après l'année dernière Batocchio jouait peut-être un petit peu plus bas aussi que Romain Fèvre. Est-ce qu'à l'extérieur ça va être pris en compte par le coach? Je sais pas. Et justement, cette hauteur sur le terrain, moi ça me fait penser à une autre solution. On en parle depuis très longtemps, c'est voir Gaëtan Charbonnier revenir à une place de meneur plus reculé. C'est une possibilité. J'y crois pas trop, ne serait-ce que parce que Charbonnier revient tout juste de blessure et il faut faire attention. Mais sur la saison, ça me surprendrait pas, notamment si Brest trouve son attaquant, qu'on ait un Gaëtan Charbonnier qui vienne au final compléter ce milieu. Après, j'ai parlé de Romain Fèvre ou de Christian Batocchio. Il peut évidemment y avoir Magnetti ou Mbok, notamment Mbok qui a montré de belles performances sur cette préparation, oui, mais qui a un profil un peu plus défensif pour un troisième milieu de terrain à côté de Belkebla et Diallo. Donc à voir. Mais en tout cas, il y a le choix. C'est agréable de pouvoir faire des débats comme ça, notamment. En plus, voilà, c'est une jeune recrue où il y a vraiment rien à perdre autour de Romain Fèvre. Donc on ne peut être que agréablement surpris. Et pour l'instant, sur la préparation, on l'a plutôt été, notamment sur ses qualités techniques. Hâte de voir Romain Fèvre et Gaëtan Charbonnier jouer ensemble d'ailleurs, si jamais ça doit arriver. Puis hâte de voir Romain Fèvre prendre un peu de, je vais pas dire de culot, mais on sent que c'est un joueur qui peut avoir une très bonne frappe de balle, qui a quasiment pas tenté. Est-ce qu'il y a un but peut-être, par exemple, voilà. De confiance, un truc comme ça? C'est ça. Mais pour ça, faut qu'il joue. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur moment actuellement où l'effectif n'est pas encore prêt, où on n'a pas tous nos recrues. Voilà. L'un des arguments peut-être principaux pour mettre Romain Fèvre sur le terrain dès la première minute contre Nîmes, c'est peut-être... Enfin, j'ai du mal à le voir en tant que joker, ce qu'il pourrait apporter en tant que joker en rentrant à la 65-70e minute. Pour moi, c'est plutôt un gestionnaire plutôt qu'un mec qui va mettre le feu si jamais Brest venait à être mené à l'heure de jeu, par exemple. Et j'ai du mal à voir comment il pourrait apporter si jamais, voilà, évidemment, il y a la créativité, mais il m'apparaît pas comme un accélérateur de rythme, par exemple, plutôt un meneur de jeu à l'ancienne. Donc je sais pas s'il pourrait vraiment apporter en tant que joker ou en tant qu'entrant en cours de match. Si tu es mené, je pense qu'au contraire, si tu mènes et que tu dois garder le ballon, je pense que ça peut être très bien. Exactement. Bah ça, d'autres débats. Le problème que tu notais déjà, Quentin, par le passé, en disant qu'on manquait de créateurs, et l'année dernière aussi, on avait assez peu finalement de joueurs lorsqu'ils entraient en jeu qui pouvaient. Ça a été le cas de Cardona au début quand il était remplaçant et qu'on a vu tout de suite que voilà, il pouvait un peu dynamiter et très rapidement évidemment il est devenu titulaire. Et que personne ne connaissait aussi. Et voilà, maintenant on commence à connaître un petit peu évidemment son jeu. Mais ouais, c'est au-delà de Romain Fèvre, c'est peut-être même inhérent à l'ensemble de l'effectif et du banc de touche qui va pouvoir, lorsqu'on est mené, changer la donne en entrant en jeu. Et Heriberto, voilà, peut-être Heriberto Tavares, je le vois plus par son profil rapide, effectivement apporter quelque chose. Bon, par contre, je pense qu'à l'extérieur, il sera un petit peu trop fragile pour l'instant. J'espère me tromper, mais... On a mentionné pas mal de postes.
peut-être côté Nîmois, si vous avez un joueur à suivre, voilà. C'est une rubrique un peu habituelle de ce podcast, mais on a décidé de faire peut-être un joueur commun cette saison. Et donc le joueur commun, le joueur à suivre de Brest Tonnerre côté Nîmois, c'est évidemment Yacine Benraoui. Voilà, donc Benjamin nous en a parlé dans son intervention. C'est le joueur qui a la plus grande qualité individuelle, je pense, en tout cas le plus grand danger côté Nîmois cette saison. Évidemment, ce sera le joueur à surveiller. Alors avec peut-être un petit peu de chance, et c'est méchant ce que je dis, mais peut-être c'est lui qui est touché par le Covid côté Nîmois, il ne pourra pas jouer, on ne sait pas. Mais effectivement, c'est de par ses coups de pied arrêtés, par sa qualité de frappe, par ses enchaînements et sa justesse technique, un joueur qui peut faire énormément de mal à l'effectif brestois. Bon, évidemment, au bout d'un moment, il tombera sur Jean-Kévin Duverne, ce qui va stopper ses ardeurs. Mais non, plus sérieusement, c'est clairement un joueur à suivre et un danger potentiel pour nos joueurs. Oui, et après, j'ai un peu peur pour Nîmes qu'il soit très vite Benraoui dépendant, dans le sens où Benraoui sait faire énormément de choses, que ce soit orienter le jeu, prendre l'initiative personnelle, tempérer, etc. Mais autour de lui, par contre, il n'y a pas forcément grand monde. Donc, j'ai envie de te dire que c'est le joueur à suivre, mais si les Brestois arrivent à le bloquer avec, à tout hasard, un Ibrahima Diallo qui le colle à la culotte tout le match, on a déjà fait une grande partie du travail pour ramener les points de Nîmes. Ça éteindrait effectivement le gros point noir côté, en tout cas brestoise, de ce joueur à suivre. Et moi, c'est un joueur que j'aurais bien aimé à Brest. Je pense que c'est un peu le profil qui nous manque. Oui. Qui a une très bonne attitude. Enfin, on sent que le mec est prêt à vider ses tripes sur le terrain. Voilà, mais même dans le style de footballeur, je pense qu'un joueur comme ça à Brest, ça manque dans l'effectif. Rien que l'intelligence de partir en prêt à Nîmes, je pense que ça montre que le mec a compris qu'il devait jouer pour progresser et que rester à Bordeaux aurait peut-être été une mauvaise idée. Donc, je pense qu'on a affaire là à un bon joueur jeune et intelligent. Après, je peux te donner un autre exemple, si tu veux, de joueur qui a quitté Bordeaux en prêt l'année dernière pour progresser. J'ai pas d'idée. Alors, passons. On espère ne pas le revoir à Brest. Par contre, au niveau de la créativité, à Nîmes, il y a également Zinedine Ferrat. Oui. On connaît ses qualités. On va reprendre une maxime très utilisée dans le football, mais c'était notamment lui qui avait ouvert le score l'année dernière dans cette même confrontation. Donc voilà, évitons de revivre le même calvaire que l'année dernière. Mais il me semble qu'il a loupé les derniers jours de prépa pour une lésion, quelque chose comme ça, donc il sera peut-être pas forcément d'attaque pour démarrer en tout cas. De toute façon, Nîmes n'a pas joué de match depuis le 9 août, donc fatalement ils vont avoir quand même un décalage par rapport à Brest qui aura joué 2 matchs amicaux de plus depuis cette date-là. Voilà, donc dans les jambes, je pense que ça peut se voir soit en début de match ou alors en fin de match, on verra bien. Côté brestois, Franche, tu as beaucoup parlé de Jean-Kévin Duverne. Alors je vais faire mon premier mea culpa et je suis très content de le faire puisque j'étais plutôt circonspect de voir son arrivée à Brest. Bon, depuis, je suis évidemment totalement convaincu. Alors, pas encore totalement défensivement, mais en tout cas par son profil de défenseur-relanceur très moderne et très agréable, notamment dans le style de jeu d'Olivier Auglio. C'est peut-être la saison de l'explosion pour Jean-Kévin Duverne. On sait notamment que Pierre-Yves Henry, le journaliste du Télégramme, y croit fortement, mais nous aussi. Après, pour revenir sur le fait que tu étais circonspect, il n'y avait pas non plus beaucoup de raisons de sauter au plafond. Il sortait d'une saison à Lens qui avait été un petit peu compliquée en tout cas en fin de saison. Quand il était venu jouer avec le Racing Club de Lens contre Brest, il n'avait pas non plus été transcendant. Donc je pense qu'il a beaucoup progressé, moi finalement, sur déjà la saison dernière, et que c'est pourquoi aujourd'hui on est quasiment tous conquis par Jean-Kévin Duverne, que ce soit dans l'attitude ou sur la performance sur le terrain. On trouve que voilà, c'est un super joueur, en tout cas pour le Stade Brestois. Et surtout dans l'attitude, dans le sens où moi le joueur j'étais content de le voir arriver, mais l'homme, j'avais des doutes dans le sens si on se souvient des conditions de son départ de Lens, une histoire de contrat qui aurait été vicié, il avait plus ou moins séché l'entraînement, enfin on pouvait avoir des doutes là-dessus, et là, et c'est un peu une question que je vais vous poser, c'est on est presque avec un capitaine du Stade Brestois. Et j'allais vous la poser pour terminer cette présentation de Nîmes-Brest. Quel capitaine pour le Stade Brestois? Je sais que vous, en tout cas Yann, toi tu es un partisan donc, de Jean-Kévin Duverne capitaine. Moi, si c'était le cas, Jean-Kévin Duverne capitaine, je trouverais ça très bien aussi parce que je pense qu'il remplit les qualités. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer un Gauthier Larsonneur capitaine. Je pense que ça représenterait tout autre chose
Et enfin, c'est tout à fait personnel, hein, mais je trouve que ce serait le mieux, même si certains, et vous aurez raison de me le dire, vont dire que voilà, le poste de gardien n'est pas le plus adapté pour porter le brassard et avoir ce statut de capitaine dans une équipe de football professionnel. Je pense qu'il pourrait remplir toutes les cases. D'ailleurs, il portait le brassard contre Lille, il me semble. En deuxième mi-temps. Quand Duverne n'était plus là. Voilà. Donc on a peut-être une hiérarchie là qui s'impose avec Duverne en 1 et Larsson en 2, ce qui mériterait bien aussi. Hein. Oui, bah surtout c'est qu'on aurait pu penser que sur les amicaux ça serait tournant, mais au final non. Et à quelle place de Gaëtan Charbonnier peut-être, cette hiérarchie du capitaine? C'est vrai que difficile de se faire une idée. Après moi je sais pas si le brassard lui apporterait grand chose, parce que déjà, à moins peut-être pour le canaliser, mais comme il râle beaucoup, si en plus il doit râler pour les autres et pour tous les injustices sur le terrain, je pense qu'on va le perdre. Je pense que Charbonnier a besoin d'être concentré sur son jeu. C'est un joueur qui marche, on l'a vu l'année dernière, énormément à la confiance. Lorsqu'il y a eu un gros passage à vide l'année dernière en termes de statistiques, voilà, lorsqu'il a commencé à remarquer, ça revenait mieux. Je pense qu'il faut le délaisser de cette fonction de capitaine. Il faut quelqu'un pas comme lui. Beaucoup de questions en tout cas, auxquelles on cherchera des réponses dès dimanche. On a hâte d'y être quand même. C'est à 15h. Surtout depuis le match amical contre Lille où c'était plutôt très intéressant. Donc on a hâte de retrouver le Stade Brestois. Et pour fêter ce grand retour de la Ligue 1, petite rubrique jeu, avec une rubrique jeu qui change totalement de look. Tout à fait, donc vous aurez reconnu ce beau jingle qui vous fait irrémédiablement penser à des jeux. Ici on va partir sur quelque chose de très simple et qui, contrairement à l'an dernier, va requérir en fait votre participation. Vous allez devoir deviner qui est cet ancien joueur, cette ancienne personnalité ou même actuelle du Stade Brestois 29. Il y aura plusieurs formats, ça peut être des devinettes, des charades. On va commencer cette saison avec une devinette. Je vais vous donner Donc, nous on joue pas, on est d'accord. Vous jouez dans votre tête. Ok. Je vais vous donner des éléments de carrière du joueur auquel je pense et vous devrez nous envoyer votre réponse, soit sur Twitter, en message privé ou même en tweet. Alors, précision importante, il n'y aura pas de bière à gagner chaque semaine pour... voilà. Non, c'est juste pour le plaisir un peu. Et donc on démarre cette semaine, match contre Nîmes. Je vous ai donc choisi un joueur qui a marqué au cours de sa carrière 2 buts contre le Nîmes Olympique. C'est donc un joueur qui est passé par Brest, qui a marqué son tout premier but avec le Stade Brestois face au SCO d'Angers et qui a terminé sa carrière brestoise avec un but contre Châteauroux. Mais il est aussi, il faut le noter, un des rares joueurs du Stade Brestois ayant eu une carrière internationale ces dernières saisons. Malheureusement, cette carrière internationale a davantage marqué par son côté dramatique que par les succès. Qui est ce joueur? Saurez-vous le trouver? C'est pas bien compliqué, il y aura des plus durs sur les semaines à venir, des plus simples. Mais en tout cas, voilà, vous avez notre première énigme. À vos jeux. Réponse évidemment la semaine prochaine. Important évidemment d'écouter les différents podcasts pour être au courant des questions et des réponses. Merci Yann pour cette première et merci Fanche de m'avoir accompagné pendant cette grosse heure de podcast, un podcast très chargé évidemment puisque c'est le grand retour de la Ligue 1 et du Stade Brestois. On va vous souhaiter pour la première fois de la saison bon match ce week-end, bon match à un horaire différent mais bon match quand même. On espère une première victoire du Stade Brestois pour ce premier match de la saison. Sur ce, à la semaine prochaine, même heure, même endroit, et allez Brest. Kenavo. Il prend les canavos des autres. Incroyable. Et dans la planche baleinière, Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.